Bonsoir à tous, il est 23h30, voici les titres de cette édition. Les candidats au Hajj seront désormais hébergés dans de très bonnes conditions avant le départ pour la Terre Sainte. L'infrastructure érigée par le gouvernement César Kpakpa a été visitée par le président de la République. Et puis le défilé du 1er août 2020 va prendre quartier sur le boulevard de la Marina. Le site est actuellement en pleine rénovation. Les images dans cette édition. Les Écureuils sont entrés dans la plus belle manière dans la Coupe d'Afrique des Nations. 2 buts partout face aux Ghanéens. Les compatriotes apprécient cette première sortie du 11 national. De nouveau, bonsoir. Nous recevons dans cette édition un invité, mais avant, le président Patrice Talon s'est rendu ce matin sur le chantier d'aménagement du site devant accueillir les pèlerins en partance pour le Hajj à Kpakpa, un déplacement qui a permis au chef de l'État de se rendre compte de l'évolution satisfaisante du chantier. Les travaux sont pratiquement achevés. Voici les images. Les responsables du chantier d'aménagement du site d'accueil des pèlerins pour le Hajj ne s'attendait certainement pas à recevoir la visite du chef de l'État ce matin. Patrice Talon est allé lui-même constater l'évolution de ce chantier décidé par son gouvernement en Conseil des ministres en février dernier. Le délai d'exécution des travaux est de 3 mois. L'aménagement du site qui a effectivement commencé au mois de mars est pratiquement terminé. Le lieu d'enregistrement des pèlerins est achevé. Les dortoirs pour les hommes et les femmes, de même que les toilettes, le sont également. Restent les travaux d'assainissement du site qui sont en cours et prendront fin bientôt. Soucieux d'améliorer les conditions de voyage à la Mecque, le gouvernement a décidé d'aménager ce site d'1 hectare situé au quartier à Kpakpa. C'est le ministère du Cadre de vie et du Développement durable qui supervise les travaux. Une fois achevé, le site fera certainement le bonheur des fidèles musulmans en partance pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. C'est sur le boulevard de la Marina que va se dérouler le défilé du 1er août 2020. Les travaux qui s'y déroulent depuis mars dernier. Le président Patrice Talon est allé constater lui-même ce chantier confié à l'entreprise Colas. Voici les images commentées par Jérôme Humbo. Terre-plein central du boulevard de la Marina à Cotonou. Le président Patrice Talon, accompagné des ministres des Infrastructures et des Transports et du Cadre de vie, vient constater l'évolution de ce chantier. Il s'agit en effet des travaux de réaménagement de ce boulevard entre le giratoire d'Erevan et le carrefour de la loterie nationale, soit près de 6 km. Il y a prévu une chaussée à 2 x 4 voies avec un terre-plein central de 2 mètres, matérialisé par des signalisations avec des jardinières espacées tous les 3 mètres. Ces jardinières donc, pourront être enlevées, notamment pour le défilé de la fête nationale du Bénin. On a une épaisseur de chaussée qui varie entre 20 et 50 cm, suivant le trafic qui va être mis, puisqu'il y a vraiment 2 sections dans le boulevard. Il y a une section où c'est des véhicules légers et une section qui va jusqu'à l'entrée du port où c'est des véhicules lourds et même voire très lourds. Donc il est très important que la chaussée soit dimensionnée pour pouvoir supporter ça et pour qu'on n'ait pas à y revenir rapidement. La descente du chef de l'État témoigne de l'importance que l'autorité accorde à ce chantier pour tout le soin et l'esthétique attendue, surtout que ce boulevard de la Marina doit accueillir le 1er août 2020 la fête nationale. Le maître d'ouvrage, la Direction générale des infrastructures, rassure que depuis l'appréciation de l'offre, les signaux sont au vert pour que le groupement d'entreprises Colas puisse tenir le pari. Je peux dire que le volet communication a pesé lourd dans l'appréciation de l'offre de Colas. Il n'y aurait pas eu ce volet que nous n'avons pas vu dans les autres offres avec le même contenu que peut-être que ça aurait été une autre entreprise ici. Franchement,
je vous félicite. Je sais qu'il y a des problèmes, il n'y a pas de chantier au monde sans problème. Il y a quelques problèmes de retard que nous allons mettre sur la table, discuter pour que ce joyau que le gouvernement veut mettre à la disposition du peuple béninois puisse être une réussite. Surtout que pour le chef de l'État, il n'y a pas question que le 1er août 2020 ne soit pas célébré sur ce boulevard-là. Ces travaux de réaménagement sont effectués au budget du port autonome de Cotonou sur une durée de 15 mois. Le contrôle et le suivi rigoureux doivent être de mise sur ce chantier auquel tient le chef de l'État comme la prunelle de ses yeux. Merci Jérôme. IBNES, c'est le portail de dépôt des états financiers de l'administration publique. Cette réforme majeure du gouvernement est entrée dans sa phase active dès le mardi 25 juin. Le ministre de l'économie et des finances a procédé au lancement du dit portail numérique à Seme City, à Cotonou. Jérôme. Mais si ce soir nous avons décidé de venir vous rencontrer, c'est parce que celle-ci, elle est révolutionnaire. Celle-ci, ça fait plusieurs années qu'on essaie de la faire. Celle-ci, elle était attendue depuis très longtemps. L'accélération de la modernisation et de la dématérialisation de l'administration tenait déjà à cœur au chef de l'État depuis son investiture. Et pour cause, l'état des lieux dans l'administration n'était pas reluisant. On fait obligation aux entreprises de préparer les états financiers en 5 exemplaires. Ces 5 exemplaires qui représentent un volume de papier considérable étaient amenés donc aux impôts. La Direction générale des impôts attestait l'un des exemplaires qui était retourné donc aux contribuables et 4 exemplaires étaient gardés. Ces 4 exemplaires, l'un allait aux archives, ce qui fait des archives considérables. L'un allait dans le dossier du contribuable, qui fait des dossiers de contribuables qui deviennent de plus en plus intenables. L'un allait à la Banque centrale et l'un allait vers notre Institut national des statistiques, l'INSAE. Chaque année, l'INSAE, avec la Direction générale des impôts, organisait des collectes physiques. Donc on passait de région en région dans l'ensemble du pays pour collecter des tas de cartons d'état financiers. Ceci posait des problèmes sur toute la chaîne. Posait des problèmes déjà pour le contribuable parce qu'à un moment donné, soit pour répondre aux besoins d'une banque ou même pour répondre à un appel d'offres public, il faut bien souvent venir avec des états financiers attestés par l'administration des impôts. Et si en temps vous avez déposé vos états financiers mais qui n'ont pas fait l'objet encore de centralisation, ça demandait du temps pour avoir la confirmation de vos états financiers. Pour la production des statistiques, nous avons des problèmes de délai et nous avions des problèmes d'exhaustivité. À l'heure où je vous parle, il y a des bilans de 2016 qui ne sont pas encore saisis. Et tout à l'heure, je me suis renseigné auprès de la Banque centrale, juste avant de rentrer en salle, pour avoir une idée des bilans 2017 qui ont été traités. Et on estime à peu près à 50% ou un peu moins de bilans 2017 déjà traités dans la centrale des bilans. Et nous sommes en 2019. Ce n'est pas possible. Ainsi, e-bilan, le portail de dépôt des états financiers, se révèle être une innovation pour venir à bout de plusieurs violations dans l'orthodoxie financière qui viennent éroder l'assiette fiscale nationale. E-bilan vient également sonner le glas des difficultés et tracasseries liées à l'élaboration et à la réception des états financiers. Il aura donc pour avantage de mettre fin aux longues files d'attente pour le dépôt des états financiers, de créer de surcroît un environnement sécurisé, intégré, structuré de gestion de l'information financière, de générer une attestation électronique de dépôt des états financiers, bref, de dématérialiser la procédure de mise à disposition des états financiers au niveau des différents utilisateurs. Aucun pays de l'UEMOA n'a réussi encore cette réforme. Nous sommes les premiers à l'avoir fait. Et je me limite... Je me limite à l'UEMOA, mais je sais déjà qu'en Afrique centrale, ce n'est pas le cas. Et si on sort complètement de cas, nous sommes un des rares pays à avoir cette plateforme-là. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Romiel Wadahi et son équipe entendent désormais évoluer par l'approche par les risques pour, une fois encore, hisser le Bénin dans le concert des nations qui évoluent. E-bilan, c'est aussi une manière non négligeable de contribuer à l'atteinte par le Bénin de ses objectifs dans le numérique. Son adresse électronique https://ebilan.impo.bj.
C'est demain, jeudi 27 juin, que le président de l'Assemblée nationale va être investi dans ses nouvelles fonctions de président, bien sûr. Des délégations étrangères continuent de fouler le sol béninois. Ce soir, le président Louis Vlavonou a accueilli, j'allais dire, son homologue de la Côte d'Ivoire. Suivons ici des impressions, bien sûr, de son homologue venu aujourd'hui. Monsieur le Président, chers frères, merci beaucoup. Merci. Entre Cotonou et Abidjan, c'est les faces d'une même médaille. Je suis parti à peine à Abidjan. En moins d'une heure, je suis à Cotonou. Ce qui voudrait dire que le Bénin et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères. Deux pays frères dont les relations sont ancestrales. Et je voudrais en tout cas exprimer le plaisir, mon épouse et moi, de nous retrouver aujourd'hui à côté de nous, auprès de mon frère, que je viens soutenir pour son investiture. Vous savez, les autorités des deux pays, les deux présidents, sont tellement liés et ceci doit se ressentir entre les deux parlements. C'est pour cela, dès que j'ai reçu l'invitation de mon frère, je lui ai même dit au téléphone, j'ai dit, j'y viendrai. Parce qu'il est normal que la Côte d'Ivoire et le Bénin, étant des pays frères, ayant des relations ancestrales, séculaires, qui ne datent pas de nous, nos présidents, nos pères, les pères de l'indépendance de nos États ont voulu que ces pays-là soient liés de cette manière. C'est pour cela, comme je le disais, il était tout à fait normal que je vienne à Cotonou soutenir le président de l'Assemblée nationale et lui dire qu'il a les salutations et le soutien du Parlement ivoirien. Je l'annonce au début de cette édition que nous avons un invité dans cette édition, c'est bien l'honorable Sedami Medega Fagla. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes députée de l'Union progressiste à l'Assemblée nationale, membre de la commission de l'éducation, de la culture et des affaires sociales. Après bien sûr l'élection du 17 mai dernier au poste de président j'allais dire Louis Vlavonou, demain il sera investi dans ses fonctions de façon officielle. Quel est son état d'esprit? Et vous aussi, vous qui êtes aussi un de ses collègues, quel est aussi votre état d'esprit? Alors, je peux vous assurer que nous sommes animés par le même état d'esprit que celui qui nous habite depuis le 16 mai dernier, jour de l'installation de la 8e législature dans ses fonctions. Nous sommes animés par une volonté d'accomplir notre devoir républicain. Vous savez que les prérogatives d'un député sont inscrites dans la Constitution. Donc, nous représentons dignement et valablement le peuple béninois. Nous nous travaillons à produire des lois qui vont cadrer, des lois qui cadrent avec ces aspirations, et nous travaillons à contrôler avec méthode l'action du gouvernement. Donc l'état d'esprit qui nous anime, c'est le sens du devoir. Et en cette veille de célébration de l'investiture du président de l'Assemblée nationale, du président Louis Vlavonou, président de la 8e législature, nous sommes, ce sentiment, cet état d'esprit est renforcé, et nous sommes impatients de vivre en communion avec le peuple béninois cette belle cérémonie qui sera, comme l'avait vu tout à l'heure, rehaussée par la présence de personnalités
nationales et étrangères. Alors, vous vous rappelez, Madame Médégan Fagla, que vous et vos autres collègues, vous avez été élus au terme d'un scrutin qui a généré quelques tensions qui se sont traduites parfois même par des violentes manifestations jamais vécues par le passé dans notre pays, le Bénin. Alors, comment vous sentez-vous à cette situation politique actuelle et qui reste quand même très préoccupante et vue aussi par plusieurs observateurs? Je reste animée par le désir de voir tout ceci derrière nous. En effet, nous avons connu une courte période de tension politique et de violence inouïe de mémoire de Béninois. Et je reste persuadée qu'aucun Béninois n'a envie de revivre ces événements-là. Alors, lorsque des tensions politiques surviennent dans un État, la question qu'il est opportun de se poser, c'est comment gérer cela, comment gérer la situation. Et vous n'êtes pas sans savoir que les pays qui n'ont pas su gérer ça ont dû faire face à des conséquences lourdes. Et je suis confiante que le peuple béninois ne tombera jamais dans ces travers. Donc, la meilleure arme, la seule arme que nous avons pour cela, pour gérer la situation, c'est le dialogue. Et je reste confiante une nouvelle fois que la classe politique renouera le dialogue pour trouver des solutions à notre problème. Alors aujourd'hui, vous appartenez à un parlement animé par des députés venus de deux partis politiques les deux partis soutiennent bien sûr les actions du chef de l'État. Il y a même certaines opinions qui vous qualifient de député Godillot. Aujourd'hui, que comptez-vous faire pour effacer cette image, cette étiquette d'image donnée à la 8e législature? Nous travaillons déjà à effacer cette étiquette. Il suffit de voir la nature des débats. Vous savez, ce qui caractérise la 8e législature, ce qui anime les députés de la 8e législature, c'est de sauvegarder l'intérêt général, de préserver l'intérêt du peuple béninois dans toutes les lois qui lui seront proposées. Alors, je veux juste dire à ceux-là qui nous ont traités un peu trop tôt de députés Godillot de patienter, de nous observer, de continuer à nous observer, de nous voir à l'œuvre afin de nous juger. Et je suis certaine que d'ici quelques mois, ils n'oseront plus nous traiter en tout cas de députés Godillot. D'accord, merci beaucoup Madame Sedami Médégan Fagla. Je rappelle que vous êtes députée de l'Union progressiste à l'Assemblée nationale, membre de la Commission de l'éducation, de la culture et des affaires sociales. Alors la cérémonie de demain, c'est à quelle heure déjà? Ça démarre à 9h. À 9h. Oui. Et je rappelle à nos chers téléspectateurs que c'est demain en direct, bien sûr, sur les chaînes de la TV. Vous pouvez suivre cette cérémonie, bien sûr, avec toutes les couleurs. Tous, vous serez aussi au rendez-vous. Bien sûr. Merci beaucoup et puis bonne fête à vous. Merci. Alors, on continue cette édition. Une assistance médicale pour une prise en charge complète du dépistage et du traitement du cancer du col de l'utérus. C'est un appui du projet Care for Africa, un projet financièrement soutenu par le Bénin, par la Fondation Claudine Talon, j'allais dire. La phase pilote du projet est mise en œuvre dans certains hôpitaux et centres de santé de Cotonou. Comment bénéficier de ce projet? Le coordonnateur de Care for Africa au Bénin nous en parle. On l'écoute. Care for Africa, c'est le cancer remède pour 4 pays d'Afrique. C'est un projet qui vise à lutter efficacement contre le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Ce projet est né du fait donc du fardeau que constitue le cancer du col de l'utérus en Afrique en général et au Bénin en particulier. En effet, nous constatons que le cancer du col de l'utérus est donc le premier cancer en termes de mortalité et de morbidité de nos femmes en Afrique en général et au Bénin en particulier, où 85% des cas que nous recevons dans nos formations sanitaires atteints de cancer décèdent. Et pour
bénéficier des services de Care for Afrique. Il faut la prise de décision de dire, moi, je suis âgé de 25 à 49 ans, je ne suis pas en période des règles et je ne suis pas ménopausée. Donc la femme qui respecte ces critères doit pouvoir se porter vers ce centre-là pour se faire examiner gratuitement. La Fondation Claudine Talon a mis les moyens financiers, techniques et le matériel nécessaire pour permettre à ce que la prise en charge soit ce qu'on peut retrouver partout ailleurs dans le monde. Il y a le numéro vert, le numéro 91 33 11 11. Je tiens à préciser que les patientes qui sont déjà déclarées atteintes de cancer de col, qui sont suivies déjà pour cancer de col, ne sont pas prises en compte dans ce projet. C'est des lésions précancéreuses, des gens qui ne se savent pas du tout malades et qui ne saignent pas du tout, qui sont déjà asymptomatiques. C'est elles et les patientes là qui sont réellement invitées pour se faire examiner. C'est des patientes âgées de 25 à 49 ans qui doivent pouvoir aller se faire examiner leur col de l'utérus pour connaître le statut. On reste dans le même registre. Elle suscite méfiance et curiosité au sein de la population béninoise depuis quelques semaines. Il s'agit de la dengue, une maladie encore appelée grippe tropicale. Dans l'émission 5 sur 5 matin de ce mercredi, le directeur national de la santé publique est revenu sur les causes, les symptômes et les mesures de prévention de cette maladie qui est transmise par la piqûre de moustique. La dengue, c'est une infection virale, une maladie virale transmise à l'homme par la piqûre, à travers la piqûre d'un moustique. Piqûre de moustique infecté. C'est les moustiques femelles du genre Aedes. Deux sont en cause. Il y a l'espèce égyptienne et l'espèce moustique tigre, Albopictus on appelle. Les symptômes, c'est la fièvre, vous avez des maux de tête, les douleurs articulaires, les douleurs musculaires, les vomissements, fatigue intense. La fièvre peut être accompagnée de tous ces symptômes. Donc, la personne peut guérir. Dès qu'elle est prise en charge, la personne infectée peut être guérie à ce stade. Et l'autre stade, c'est le stade de complications. C'est là où ça devient vraiment dangereux. Donc la personne arrive au stade des hémorragies, des vomissements du sang, des épistaxies, du sang qui coule des nez, ainsi de suite. Et c'est ça qui va causer la mort du patient si on ne le prend pas très tôt en charge. C'est une infection qui est en expansion en Afrique de l'Ouest. Et actuellement, c'est surtout la Côte d'Ivoire qui connaît une flambée. Pour ce qui concerne notre pays, il faut dire jusqu'à ce jour, on a eu 5 cas suspects et qu'on a testé. Il y a 2 qui sont revenus positifs à la dengue. Et parmi ces 2, malheureusement, il y a un qui est décédé. Comment faire pour ne pas attraper la maladie? Et puisque j'ai dit tout à l'heure que la maladie se transmet par piqûre de moustique infecté, donc il y a pratiquement 2 choses à faire. Et éviter d'être piqué par les moustiques, et éviter la prolifération des moustiques. C'est ce que nous appelons la lutte antivectorielle. Donc, c'est de débarrasser nos habitats et les alentours de tout instrument ou tout objet qui retienne de l'eau, éventuellement pour que les moustiques viennent se reproduire. Et ensuite, essayer de maintenir l'environnement propre. Faire le désherbage autour, parce qu'il y a aussi des plantes qui retiennent de l'eau dans les excès. Maintenant, il faut de façon individuelle qu'on évite d'être piqué par les moustiques. Et pour le faire, c'est de dormir sous moustiquaire imprégné d'insecticides ou de mettre des grillages au niveau des portes et fenêtres, ou bien de porter quand même des vêtements qui recouvrent les parties, et en grande partie les parties pour ne pas se faire piquer. À part ce que je viens de dire, il faut toujours éviter de faire l'automédication et se présenter au centre de santé le plus proche pour la prise en charge.
Voilà qui est bien dit. Les travaux préparatoires des audiences foraines relatives à l'actualisation des registres des coopératives d'aménagement rural CAR sont presque achevés dans l'Atlantique. Ces audiences foraines démarrent bientôt. Elles sont destinées à la délivrance de plusieurs actes, dont les actes de naissance et de décès des coopérateurs et ceux de leurs descendants. Le directeur départemental de l'agriculture de l'Atlantique, Hubert Dognon Tchoupeni, est au micro de Christophe Tongodo et de Yves Agodo-Pessi. Il s'agit de sensibiliser les familles au fait de désigner leurs représentants, les représentants des coopérateurs par A décédés. C'est cette étape qui est en train de s'achever actuellement là où nous sommes. Il faut retenir que les coopérateurs sur les cas sont au nombre de 2 types. Il y a les coopérateurs par A et les coopérateurs par B. Qu'est-ce qu'on appelle coopérateur par A? C'est les coopérateurs qui ont apporté leur terre pour la constitution de la coopérative. Alors que les coopérateurs B, c'est des gens qui ont apporté leur force de travail. 200 jours de travail au moins à la création. Ces coopérateurs par B, une fois décédés, ne se renouvellent pas. On ne les remplace pas. Ce sont les coopérateurs A qu'on remplace. Donc aujourd'hui, le processus a presque abouti. Et les familles se sont déjà déplacées et il reste environ une dizaine de familles par cas qui doivent se présenter pour désigner déjà leurs représentants. Et c'est quand ces représentants sont connus qu'il faut passer aux audiences foraines. Vous savez qu'il est question de remplacer les coopérateurs par A décédé. Avant qu'on ne remplace quelqu'un qui est décédé, il faut constater sa mort juridique. La mort physique, c'est quand nous ne respirons plus et nous ne bougeons plus, que les médecins viennent constater notre mort physique. Mais sur le plan réglementaire, sur les tests, il faut constater la mort juridique. Et c'est cela que nous voulons constater avec les audiences foraines au fait de délivrance des certificats de décès. Donc, une fois le certificat de décès délivré, cela veut dire que la personne est morte juridiquement. Deuxième série d'audiences foraines. Lorsque le coopérateur est mort, il faut désigner son représentant. Et la deuxième série d'audiences foraines va constituer en la désignation des représentants des familles constatées par des procès-verbaux homologués par des instances judiciaires. Donc voilà en ce qui concerne la deuxième série d'audiences foraines, ce à quoi c'est destiné. Une fois les représentants désignés, constatés par les procès-verbaux des familles, il faut passer à la délivrance des actes de naissance parce qu'il n'est pas forcément dit que tous ces représentants-là qui seraient désignés, et même les coopérateurs vivants, les rescapés qui restent là, il n'est pas forcément dit que tous ceux-là ont d'actes de naissance. Donc il faut passer à la troisième catégorie d'audience foraine au fait de délivrer les différents actes, dont les actes de naissance. Après l'étape des audiences foraines, nous allons procéder à la confection de nouveaux registres parce qu'on aurait déjà en main tous les éléments. Il s'agit principalement des coopérateurs vivants restants par A et par B et on aurait déjà la liste des représentants des coopérateurs décédés. Donc nous pouvons confectionner le nouveau registre, le registre définitif qui va nous conduire aux élections. Assemblée générale ordinaire de la coopération pour la promotion de l'épargne et du crédit CEPEC. La rencontre a eu lieu le mardi 25 juin 2019. À l'occasion, le conseil d'administration a fait le bilan de ses activités au cours de l'année 2018. Le compte rendu de la rencontre avec Ariane Da Silva et Mathieu Sokeno. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de la CEPEC. On peut entre autres citer l'examen et l'approbation des comptes de l'exercice 2018 et la présentation et l'adoption des rapports d'activité exercice 2018. Et le premier acquis fort, c'est que nous avons une augmentation de nos membres au niveau de la CEPEC. Donc de 114 000, nous sommes passés à près de 118 000 membres. Ça, c'est déjà un acquis très fort. Au-delà de ça, nos dépôts ont connu aussi une hausse de 2,6 milliards en 2017. Nous sommes passés à près de 2,8 milliards en 2018. Donc ça, c'est un élément très fort de confiance pour nos membres. Et vous l'avez constaté aussi, notre résultat est excédentaire. Le chiffre d'affaires faisait
comme bénéfice qu'on devait retourner aux coopérateurs. L'année dernière, en 2017, c'était autour de 101 millions. Mais cette année, nous sommes passés de 101 millions à 147 millions. Ça veut dire qu'il y a trop de rigueur. Donc la CPEC avance bien. En dépit de ces performances, des difficultés subsistent. La difficulté majeure que nous avons relevée aujourd'hui, c'est que la demande est très forte au niveau donc, de la CPEC. La demande dépasse largement l'offre. Donc à ce niveau maintenant, c'est de sensibiliser tous les coopérateurs qui sont venus aujourd'hui et d'autres membres qui vont adhérer à la coopérative pour pouvoir investir au niveau de la CPEC. L'investissement en faisant soit des dépôts à terme, soit la prise de part sociale pour augmenter notre capital. Et ça là va permettre, n'est-ce pas, donc d'injecter de crédit à ceux qui sont dans les besoins. Ça, c'est la première difficulté. La seconde difficulté inhérente à tout SFD aujourd'hui, c'est le problème donc des impayés. Donc nous avons renforcé davantage le dispositif, n'est-ce pas, donc de recouvrement pour que nous puissions avoir, n'est-ce pas, des reprises sur provision. Donc je crois que c'est ce qu'on peut retenir. L'élément fort comme défi aujourd'hui, je crois que c'est la digitalisation. La CPEC est obligée aujourd'hui d'aller dans une approche de digitalisation de tous ses produits. La coopérative pour la promotion de l'épargne et du crédit a été créée en 1992 avec comme principal objectif faire d'elle la première structure de microfinance de type coopératif au Bénin, voire même dans la sous-région. Parlons à présent de cette première sortie du 11 national comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations, le match qui opposait bien sûr les écureuils du Bénin aux Black Stars de Ghana. L'ambiance était également présente dans d'autres coins chauds de Cotonou. Robert Copin-Dor a fait le tour de la ville de Cotonou. Voici son reportage. Loin de l'engouement du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou, la ferveur du match Ghana-Bénin embrase les cafétérias et domiciles de Cotonou. Partagés entre joie et sérénité, ces amoureux des écureuils sont scotchés devant leur poste téléviseur pour une seule raison, pousser l'équipe nationale. Sans vous mentir, monsieur le journaliste, je suis tellement content parce que, vous voyez, on ne pensait pas que nos joueurs peuvent jouer. Vraiment, je suis très content. Je ne suis pas béninois, mais comme je suis au Bénin, je supporte les Béninois. Je suis vraiment très content. Félicitations au Bénin. Notre tour de ville pour cette entrée en lice des ambassadeurs béninois prend fin dans une maison qui ne respire qu'écureuil du Bénin. Avec tout ce qu'on est en train de voir, avoir le match du Cameroun cet après-midi, oui, vraiment, ça promet quand même, ça promet. Oui, ça promet. Victoire, oui. Voilà qui fait bouger tout le monde. Les écureuils du Bénin ont fait une entrée remarquable pour le premier match de la CAN Égypte 2019. Les supporters ont envahi le stade Mathieu Kérékou pour encourager l'équipe nationale. Awa Sherif, Patrick Ayadi et Samuel Tiamou étaient sur le terrain dans une ambiance festive. Voici les images. Instant exécution de l'aube nouvelle sur l'esplanade intérieure du stade de l'Amitié Mathieu Kérékou. Près de 2000 supporters des écureuils vivent ces premières minutes dans l'antre de l'équipe nationale. Les écureuils annoncent la couleur dans les toutes premières secondes. Cotonou en ébullition. Le Bénin est venu à la CAN pour gagner cette CAN et le Bénin, ça promet vraiment. Mais une joie qui sera de courte durée. André Ayoun profite de la largesse défensive béninoise pour remettre les pendules à l'heure. À peine les émotions de la déception se dissipaient sur les visages, Jordan Ayoun, le frère de l'autre, enfonce le clou. On est un peu découragé, mais on se remonte le moral parce qu'on sait que le Bénin va gagner. Ils ont déjà au moins 3 cannes à leur actif, ce qui manque à nos joueurs. On a été devancé par un but, on est là, on croise les doigts et puis on verra bien la suite. De retour des vestiaires,
Les inconditionnels de la sélection nationale reviennent plus revigorés à l'image de leur équipe. Le défenseur John Boy se fait expulser. Michael Poté n'en demandait pas mieux. Notre équipe nationale, c'est la victoire ou rien. Ce match-là nous a rendu très fiers. On est vraiment contents. Donc on va toujours soutenir cette équipe. On va parler même parce que ça me fait... On remarque qu'en 5 ans, là, le Bénin ne fait pas merveille comme ça. On a le moment de talent. Le Bénin a fait merveille. On n'a qu'à supporter Bénin, que Bénin avance. Ah, je dis que Bénin va battre Bénin et Cameroun. Je dis Bénin va mener la coupe ici. Le but le plus rapide de la CAN, c'est actuellement le Bénin qui détient le record. Le premier carton rouge, c'est contre le Bénin. C'est un record. En dehors de ça, le meilleur buteur de la CAN, actuellement, c'est le Bénin. Voilà l'ambiance qui règne ici au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou après 2-2 partout. Alors les écureuils sont rentrés triomphalement dans cette compétition, n'est-ce pas Patrick Ayadji? Effectivement, ce sont des supporters du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou qui ont pris part à toutes les émotions. Après l'ouverture du score, il y a eu un relâchement et à l'arrivée, c'est une équipe des écureuils qui a puisé dans cette dernière ressource pour aller chercher ce but égalisateur qui remet le Bénin dans la compétition. Et pour l'instant, c'est un peu l'ambiance de folie ici au stade Général Mathieu Kérékou de Kourounou. L'euphorie à son comble. Le Bénin est entré en lice pour la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 face au Ghana à Ismaïlia. Les écureuils ont fait un match nul, 2 buts partout. Les Béninois qui n'ont pas fait bien sûr le déplacement du pays des pharaons ont suivi la rencontre dans leur ménage. Au lendemain de cette rencontre, Blaise Adankpo et Louis Koutogbo ont tendu leur micro à certaines personnes. Voici leurs impressions. Le match des écureuils que j'ai suivi hier, c'est comme une miracle. Sans vous mentir, bon, j'ai l'espoir de vous dire qu'on va ramener la coupe au Bénin. On a suivi le match, mais ils sont fiers des Béninois quand même. Ils n'ont qu'à se donner à fond et donner le meilleur d'eux. Nous sommes de cœur avec eux. Toutes les sportifs du Bénin les accompagnent, les appuient. Ils n'ont qu'à se donner à fond. On croit en eux. Ils ont un talent. Ils n'ont qu'à développer le talent. Ils n'ont qu'à prouver à ceux qui sont en Égypte, ceux qui sont venus jouer la CAN 2019, que le Bénin n'est pas un pays à négliger quoi. Donc ils n'ont qu'à se donner à fond. Vraiment, ils se sont donnés. Hier, moi, j'étais très fière de leur jeu. Donc, ils n'ont qu'à continuer. Nous, on les soutient. Satisfait à moitié. Les écureuils auraient pu mieux faire. C'est pourquoi je dis que c'est un goût inachevé pour moi. Mais on s'en contente. C'est déjà bon. C'est déjà un bon départ. Prochain match, on va faire feu. Surtout que si on va nous revenir, ils verront de quoi le Bénin est capable. Ce n'est plus comme le Bénin d'avant. Le gardien a donné surtout le meilleur de lui-même. Comme je suis gardienne, j'ai plus suivi le jeu du gardien. Et j'ai beaucoup apprécié l'esprit d'équipe. Lorsqu'un joueur faisait mal, tout le monde était là pour remonter le moral. Ils étaient tous en rage pour vaincre. Et il faut dire que c'est ce qui avait manqué dans les années précédentes. Je suis trop content de dire qu'ils ont fait une belle prestation. Personne ne s'entendait pas eux comme ça, mais à la grande surprise, ils nous montrer de quoi ils sont capables. Donc on les attend encore de plus dans les jours à venir. Oui, c'est une très bonne entrée pour les écureuils, surtout avoir le plus beau but rapide de la compétition. Ça promet pour la suite de la compétition. Je suis content du score, mais le contenu du match, ça ne m'a pas plu. Pourquoi? Parce qu'on avait toute la chance hier de pouvoir gagner ce match, surtout que les Ghanéens étaient à 10 contre 11. On avait toutes les chances de pouvoir gagner, mais malheureusement, on a fait 2-2. C'est pas mal. À l'instar des autres villes du Bénin, Paraquat célébrait cette prestation des joueurs béninois en Égypte. Le quartier Camp à Dagber, dans le premier arrondissement, a réuni artistes et journalistes qui manifestent leur joie au thème du match. Chamdis Baguiri pour plus de précisions.
Nous sommes ici au quartier Kandagbe de Parakou après le match Bénin-Ghana, score final 2 buts partout. C'est l'apothéose et je suis ici entouré des artistes de la cité des Koboro. Il y a Mr. Fad, il y a Aziz Touré, il y a le général Mokolo, tous ici sont présents, ils ont suivi la rencontre, on a soutenu ensemble les écureuils et ils vont nous dire quelques mots, ils sont contents et je vais les laisser s'exprimer. Aziz Touré, vous avez suivi la rencontre du début jusqu'à la fin, dites-nous quels sont vos sentiments au thème de cette rencontre. Vous voyez d'abord, en tant que Béninois, je suis fier aujourd'hui d'être Béninois. J'ai vu mon équipe jouer comme si ce n'était pas la Béninois. Pour ce départ de la CAN, les Béninois, vraiment, ils méritent quand même encore un encouragement, n'est-ce pas? J'avais senti que le gardien n'était pas prêt. Il n'était pas prêt pour débuter le match, mais enfin, au retour du match de mi-temps, il s'est réveillé et enfin, on a senti que le Bénin est là pour gagner. Vraiment, moi, Antoine, je suis d'un cœur déjà comblé de joie. Vraiment, ils nous ont impressionnés et que nous leur demandons de continuer par nous impressionner. Voilà, donc je dis vraiment bravo aux écureuils, que Dieu vous accompagne, on est ensemble, le général est là. À cause de vous, moi j'ai teinté mes cheveux jaunes, donc vous devez aller loin. Je suis très content parce que tous nos joueurs ont mouillé, ils ont mouillé leur maillot ce soir parce que vraiment on vient de faire notre premier pas et c'est que notre deuxième match, ça sera encore plus fort que ça. Allez les Béninois, c'est ça. Un seul mot ici, c'est Mr. Fad El Machete. Soutien. Je remercie toute la population béninoise et plus particulièrement la population du Septentrion qui a cru aux écureuils. Aujourd'hui a été un grand jour, un match nul, c'est plus qu'un espoir. Nous pensons que le meilleur reste à venir et on ira de l'avant. C'est fini, cette soirée va se poursuivre dans les rues de la cité des Koboro. On va célébrer ce match nul et on va garder espoir pour les prochaines rencontres. Je vois les femmes ici. Dans la ville de Lokosa, j'allais dire, c'était aussi la liesse populaire. Voici les images ici ramenées par Marcel Bertoro. Eh bien, ici à Lokosa, l'atmosphère est bien remplie de joie. Les supporters sont déjà là pour accompagner les écureuils pour ce premier match. Nous allons revenir tout à l'heure pour vivre avec vous les moments forts de ce match. L'hymne national, chanté par les joueurs, repris par les supporters béninois. Ainsi s'ouvre le premier match du Bénin contre le Ghana à la CAN 2019. Avant même que les fans du 11 national terminent leur pronostic, Michael Poté, numéro 10 béninois, marque un premier but pour le Bénin à la 2e minute du jeu. Un but qui pour l'instant va garder le titre du but le plus rapide. Les Black Stars vont tout de suite égaliser le but à la 9e minute et ce par André Ayou. Comme quoi, c'est le jour des numéros 10. Silence plateau, maximum concentration, plus de cris de joie ni de coups d'œil à la caméra. Le regard est fixé sur l'écran. L'heure est grave. Dans cette atmosphère inquiétante, l'équipe ghanéenne empire la situation. Un nouveau but pour le Ghana à la 42e minute. Mais cette fois-ci, pas l'autre frère Ayou, Jordan Ayou. Un but inattendu qui sera d'ailleurs le dernier avant la mi-temps. Les supporters béninois commencent par désespérer. Au niveau du milieu du terrain, la défense, ça flotte. Et ils doivent vite corriger ça. Parce que les 2 buts là, ce n'est pas des buts encaissés. Un désespoir qui sera effacé à la 63e minute par le buteur du jour, Michael Poté. 2e but pour le Bénin. Un but qui intervient après la sortie de John Boy, joueur ghanéen à la 54e minute suite à un second carton jaune. À partir de cet instant, l'erreur n'est plus permise. Les écureuils ont gardé le cap jusqu'à la fin. Une chose appréciée par les supporters. Le but le plus rapide de la CAN, c'est le Bénin. Et le meilleur buteur pour juste là, c'est encore le Bénin. Un match nul là, c'est déjà un bon début. Et je crois que le meilleur reste à venir.
Bénin contre Ghana, un match très serré qui s'est soldé par un score de 2 buts partout. Eh bien, mesdames, messieurs, vous avez suivi avec nous l'ambiance qui a prévalu autour de ce match ici à Lokossa, dans le département du Mono. Nous vous donnons juste rendez-vous pour le prochain match des Écureuils face à la Guinée. Merci Marcel Betoro. Après le match nul des Écureuils du Bénin face au Ghana, Ecléo Gnoussero a pris le pouls de quelques sportifs de la ville de Parakou. Dans l'ensemble, ils sont satisfaits du résultat et pensent que le Bénin peut mieux faire. Voici les images. Je me suis très content d'avoir suivi le match d'hier. Évidemment que le Bénin a fait un match nul, mais on comptait plus avec le Bénin. Sinon, on pouvait hier avec 10 contre 11. Ils pouvaient jouer au moins gagner jusqu'à 3D pour suivre au moins 3 points. C'est ça qu'on attendait de hier, mais comme c'est match nul, pas grave. Ce match-là, nous sommes vraiment contents. Si ça peut être comme ça serait bon. Parce qu'on voit qu'on est en train de percer pour voir qu'on peut battre Cameroun, pour qu'on va encore changer notre système de jouer. Vraiment, je me suis bien réveillé parce qu'en face de moi hier, j'avais vu une très bonne équipe qui sait au moins se défendre et qui a bien offensé. Vraiment, c'est une bonne équipe hier. J'étais vraiment content. Pour la suite de cette compétition pour le Bénin, je pense, ou bien j'attends vraiment que le Bénin se tisse au rang des meilleures équipes et que si possible, pour ne pas jouer la finale, nous aussi, pour une première fois. C'est normal qu'on soit content. Aujourd'hui, moi je suis content, c'est pour ça que je suis venu me réchauffer ce matin. Voilà. Comment entrevoyez-vous la suite pour cette équipe du Bénin? La suite ne sera pas mal parce que le deuxième match c'est face à l'équipe de la Guinée-Bissau. Là on pourra facilement, à mon avis, facilement arracher les 3 points et espérer faire une belle prestation comme celle d'hier face au Cameroun. Sportifs de Parakou, écoutons aussi d'autres habitants de cette même ville qui se prononcent par rapport à ce match nul entre le Bénin et le Ghana. Non, nous sentons vraiment merveilleux. L'organisation a été parfaite parce que nous avons confiance aux Béninois. Nous savons qu'ils vont faire de grandes choses. Nous les soutenons vraiment. La dernière fois, je vous avais déjà dit, nous les Togolais, on est derrière le Bénin. Malgré qu'ils nous ont éliminés, nous devons battre les Ghanéens, battre le Cameroun. Ils sont petits, en votre santé. Moi, ma joie est très immense. Je ne peux même pas l'exprimer. Parce qu'on considère toujours notre Bénin comme une petite équipe. Mais le Bénin vient de montrer qu'ils ont toujours de l'expérience. Et cette fois-ci, je suis béninois, je le dis. Le Bénin ira jusqu'au niveau des demi-finales. Je le dis et j'en suis certain. Quittons Parakou pour Kandi. Là-bas aussi, c'était la liesse populaire. Voici les images. Nous sommes entièrement satisfaits de ce résultat. On n'y pensait pas, mais l'incroyable est arrivé. C'est bon pour la suite. Merci. Vraiment, c'est une qualification pour le Bénin. On a une bonne sélection. On les félicite, on les supporte de Kandi. Un match nul, c'est pas mal. C'est une équipe qui est en route et c'est une belle formation. On a vu du jeu, on a vu beaucoup de talent, mais ça reste au niveau de la finition. Et on doit pouvoir travailler davantage et voir au niveau de la défense comment il faut organiser les joueurs pour que les erreurs défensives soient évitées. Sinon, on est très satisfait du résultat, quand bien même on aurait espéré mieux, parce qu'il y avait possibilité d'engranger les 3 points au vu de la physionomie du match. La ville de Djougou est aussi derrière le 11 national. Hier, les supporters de la Donga ont suivi avec beaucoup d'attention le face-à-face écureuil du Bénin, Black Star du Ghana, Modeste Dompega et Calvador Aranou ont fait le tour de la ville. Voici leur reportage. Des grosses frayeurs aux clameurs soudaines. Ce public massé autour de ce poste téléviseur installé dans un kiosque situé au rond-point du marché Yara de Djougou est passé par toutes les émotions. De l'ouverture du score à l'égalisation des écureuils, en passant par les 2 buts ghanéens,
Ces supporters venus de tous les hameaux de Djougou ont poussé le 11 national. Se substituant parfois à l'arbitre, ces supporters ont livré, depuis la cité des Pétoni, leur part de bataille dans cette première sortie des écureuils du Bénin. Au coup de sifflet final, c'est la liesse populaire. Avec ce nul, certains rêvent déjà de la victoire finale. On ne veut rien que de ramener le coupe. On veut que les Béninois, les écureuils, on ramène le coupe au Bénin. On va aller les accueillir. On va aller les accueillir à Cotonou, à l'aéroport. On va marcher de Djougou. On va marcher de Djougou à Cotonou pour aller les accueillir. Avec le coupe, on veut Cannes. Pour cette année, c'est à nous. Voilà qui est dit, rendez-vous est pris pour samedi prochain. Mais en attendant, le 12e homme de Djougou continue de célébrer le premier point du nul au goût de victoire. C'est sur ces images de joie de tout un peuple que nous bouclons cette édition de la nuit. Merci de l'avoir suivi et passez tous une très bonne nuit. À tout à l'heure.